9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face chaque matin, 9h-10h, avec vous. 0826 300 300, Manu vous attend au standard, Jamel était à la réalisation, bien sûr pour vous donner la parole et débattre avec nous de tous les sujets et avec des invités ou les débatteurs. Chaque vendredi, nos débatteurs qui sont Éric Tegner, bonjour. Bonjour Patrick. Média Frontières qui va sortir dans quelques jours, ex-livre noir, plutôt cassé bien à droite quand même, faut dire les choses. Beaucoup plus au centre et un peu vers la gauche, Alex Darmon. Bonjour Patrick. Bonjour. Entrepreneur évidemment dans les médias, beaucoup de docs et puis votre chaîne YouTube, les indécis que vous avez lancé il y a quelques années. On va se pencher sur tous les sujets un peu de la semaine. On va revenir par exemple sur la justice et Valoris, la décision de laisser en liberté le jeune motard qui a tué Mathéo, qui a tué la petite fillette. Ça a fait beaucoup réagir. Le père qu'on réécoutera sur Sud Radio. Alors c'est une décision de justice logique si on suit uniquement la justice, je sais pas ce que vous en pensez. La guerre à LFI aussi, vous avez vu, elle est déclenchée, cette guerre à LFI. On réécoutera aussi Sébastien Delogu, qui était invité hier de Jean-Jacques Bourdin. Et puis alors aussi, il y a toujours cette attente autour de la composition du gouvernement de Michel Barnier et Emmanuel Macron qui multiplie les déclarations, lui, et les déplacements. Il était hier au Havre, une nouvelle ère, il appelle à des compromis, finalement, il dit qu'il faut prendre en compte le suffrage des Français. Il y en a certains qui se disent, est-ce que vraiment, en appelant Michel Barnier, il prend en compte le suffrage des Français? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et les oreilles lui ont peut-être un peu sifflé, lui et Michel Barnier, parce qu'ils ont déjeuné il y a quelques jours ensemble. Et Dominique de Villepin, l'ancien ministre, a sonné un peu la charge. C'était hier matin au micro de France Inter. Écoutez. Michel Barnier, il a été déjeuner aujourd'hui avec le président de la République. Rien n'y oblige. Il n'a pas de gouvernement. Rien n'oblige aujourd'hui à aller déjeuner avec le président. Pour parler de quoi ? Et là, je pense qu'il faut une transparence vis-à-vis des Français. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce stade ? Il a d'autres choses à faire, Michel Barnier, pour le moment. Et donc, il est très important que le réglage entre l'Élysée et Matignon se clarifie. Voilà, c'est ça. Pour qu'il y ait une différence. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre Emmanuel Macron et Michel Barnier? C'est ce que sous-entend un peu Dominique de Villepin, Éric Tegner. Alors déjà, Dominique de Villepin, moi ce qui me dérange avec ses constats depuis le début des législatives, c'est que lui considère que faire donner la parole au peuple, ça serait nommer un Premier ministre de gauche. Donc déjà, il se trompe quand même sur le constat. Aujourd'hui, la France, elle est à droite. Concernant Michel Barnier... mais qui a gagné aux élections? Personne aujourd'hui, bien sûr. Et si on regarde, soit on regarde en termes de coalition, mais on voit déjà que le PS et LFI ils se tapent dessus. Même chez LFI, ils se tapent dessus. Si on regarde en termes de parti politique, on pense au Rassemblement National avec 10,5 millions d'électeurs qui seraient gagnants et qui a été mis complètement de côté justement à la tête des institutions de l'Assemblée nationale. Alors après, Michel Barnier, ça va dépendre de sa politique. Mais ce qu'on lit quand même aujourd'hui, c'est que c'est un proche d'Alexis Kohler, qu'il a mené une campagne depuis le mois de juillet pour être Premier ministre en donnant des gages, et qu'Emmanuel Macron, sur un des points les plus importants de sa politique depuis 7 ans, c'est-à-dire l'économie, c'est ce qui a fait qu'il a choisi Michel Barnier, parce qu'il sait qu'il ne va pas détricoter justement, détricoter sa réforme des retraites, ses différentes réformes justement sur le travail. Donc de ce point de vue-là, de toute façon, il n'y aura pas grand changement. On a vu des petits couacs aussi sur la question de la nomination du Premier ministre. Donc, encore une fois, de toute façon, ça va dépendre du discours de politique générale. Mais Michel Barnier, c'est plutôt un Emmanuel Macron quand il est de droite. Après, il aura toujours la même problématique de cette majorité chère à Alex, justement, de centre-gauche de la Macronie. Je suis content, c'est un bon vendredi matin qui commence, Eric, parce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit la semaine dernière sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas de différence entre Michel Barnier et Emmanuel Macron. Mais pour répondre à votre question, Patrick, qui a gagné ? Clairement, c'est la droite qui a gagné ces élections. C'est la droite, C'est la droite, et puis je vais même aller plus loin, c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné ces élections législatives, puisque avec la nomination de Michel Barnier, c'est avec la nomination de Michel Barnier, puis du gouvernement qui va arriver, et où, il faut le dire, ils ont quand même énormément de difficultés à trouver des gens qui veulent travailler avec eux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Vous avez des infos là-dessus un petit peu? Pourquoi il y a des noms qui circulent un peu partout. Il y a plein de noms qui circulent, ils ont énormément de difficultés à trouver des noms. Ils veulent faire un gouvernement d'ouverture, mais là je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à réussir. On a appris que l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, avait refusé de rejoindre ce gouvernement. Et c'est pour ça que certains ministres au sein même du gouvernement actuel ne s'expriment pas.
et parce qu'ils ne savent pas s'ils vont rester ou s'ils vont partir pour être une caution de gauche. Il paraît qu'il y en a la moitié qui voudraient rester. Mais paraît-il, il ne faudrait pas les garder. Si, il faudrait les garder. Moi, je sais pas s'il faudrait les garder. Le problème, quand on regarde le résultat des élections. Résultat des élections, ça voulait dire quoi? Alors après, il y a le domaine réservé quand même du président de la République, c'est-à-dire sur les questions d'affaires étrangères, etc. Et là-dessus, on peut considérer que c'est un sujet tellement important aujourd'hui qu'il peut y avoir une forme de continuité, notamment par exemple, je pense à Stéphane Séjourné, que je porte pas dans mon cœur, sur les affaires européennes. Ça me scandaliserait pas qu'Emmanuel Macron choisisse là-dessus de garder une continuité, parce que de toute façon, c'est Emmanuel Macron qui dirige. C'est Emmanuel Macron sur le domaine réservé aujourd'hui dans la Constitution. C'est Emmanuel Macron qui décide de la diplomatie, donc il peut tout à fait ne pas jouer l'hypocrite et garder les mêmes, au moins c'est clair. Et donc Sébastien Lecornu, pareil à la défense. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer avec Rachida Dati à la culture qu'on annonce à d'autres postes? Ça, je suis d'accord. Voilà. Et qui va rentrer dans ce gouvernement? Principalement des personnalités de droite. Donc pour répondre aujourd'hui, ce matin, concrètement, qui a gagné ces élections législatives? C'est Nicolas Sarkozy. Encore une fois, je le répète, qui est aujourd'hui le vrai patron de la droite. D'ailleurs, Éric Ciotti ne se trompe pas en l'attaquant aussi de son côté. Et donc demain, on va voir ce qui va se passer pour ce gouvernement et pour ces nominations. Alors quand on parle de la droite, des Républicains, parce que les Républicains c'est 5,5%, la droite c'est bien plus large aujourd'hui. Est-ce que vraiment Michel Barnier, quand je dis Michel Barnier n'est pas fort, il est de droite ou autre, ça va dépendre aussi de son critère. Ça peut être un centriste, il y a quand même des variables qu'on va pouvoir voir. Barnier, on sait que les Républicains, Nicolas Sarkozy en 2016 n'a pas mené une politique de droite. Vous parlez du ministère de la Culture avec Rachida Dati. Nicolas Sarkozy n'a pas mené une politique offensive sur les questions culturelles. En 2007, va voir si Michel Barnier justement joue une véritable politique de droite sur différents éléments. Non, sur l'immigration, absolument pas. C'est le seul à avoir créé un ministère de l'immigration. On lui a reproché très clairement d'avoir créé ce ministère de l'immigration. Et l'idée revient même aujourd'hui de créer un ministère de l'immigration. De plus en plus d'immigrés, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est le contenu. Ça n'est pas le contenant. C'est la raison pour laquelle on va voir si justement Michel Barnier, il va tenir son discours de 2021. C'était notre débat de la semaine dernière. C'est-à-dire véritablement faire une réforme sur l'immigration. Et là, il y a 2 points sur lesquels je l'entends pas. C'est la réforme constitutionnelle, parce qu'on sait que déjà Darmanin, parce que les ministres de droite chez Macron, on les a eus depuis 2017. De toute façon, on a eu Darmanin, etc. On a vu que son projet de loi, il était censuré par le Conseil constitutionnel. Même Édouard Philippe, il vient quand même. Bien entendu. Mais on a vu qu'il n'y a pas eu de véritable changement sur l'immigration. Donc pour l'instant, on ne parle ni de réforme constitutionnelle, on ne parle ni de réforme justement sur l'immigration qui permettrait d'imposer un certain nombre de choses. Donc c'est ça aussi qui va compter. Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on n'entende pas Michel Barnier sur l'immigration. On l'entend, mais de façon différente. Vous avez vu qu'il emploie des mots qui sont... parle d'actes, non de paroles. Les paroles, on les entend depuis cette... C'est-à-dire, de mots différents. Il parle d'immigration, de politique d'immigration assez forte, mais humaniste en même temps. Ce sont des mots qu'il employait pas avant. Ça veut dire contrôler les frontières, mais laisser rentrer tous ceux qui sont arrivés. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est des mots qu'il employait pas avant. Et ça veut dire une chose, Eric, ça veut dire qu'en fait, il se confronte aujourd'hui au pouvoir. Et je pense pas, et je le répète, que sa priorité aujourd'hui à Michel Barnier, c'est de parler d'immigration ou de sécurité, qui sont des thèmes importants et prioritaires chez les Français. Il devra en parler. Mais sa priorité aujourd'hui, c'est de constituer un gouvernement. S'il n'arrive même pas à passer cette première étape, ce qui est en train de se passer, s'il n'arrive même pas à passer cette première étape et à tenir un discours de politique générale assez rapidement, on a dit que c'était la droite qui avait gagné les élections législatives, les LR en l'occurrence, ça sera à ce moment-là l'extrême droite qui aura vraiment gagné. Alors est-ce que l'extrême droite, le RN, qui ne veut pas participer en tout cas au gouvernement. Louis Alliot l'a redit ce matin sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin. De toute façon, ils n'ont aucun intérêt à participer à ce gouvernement, le RN. Aucun intérêt. Comme la gauche d'ailleurs, non? Non, mais soyons pas dupes, ça leur a pas été proposé. Le Rassemblement national avait une vice-présidence à l'Assemblée nationale, et alors qu'ils sont passés de 89 députés à 126, ils l'ont perdu. Aujourd'hui, si le Rassemblement national disait vouloir participer à un gouvernement en union nationale, de toute façon, la Macronie, qui aujourd'hui est incarnée par le sectarisme, qui a fait des alliances avec la France insoumise au nom de la lutte contre le Rassemblement national, n'en voudrait pas. Donc là-dessus, ne nous trompons pas. Je trouve ça très fort comme mot, sectarisme. Je veux dire, le macronisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ces dernières années le seul gouvernement, les seuls
seul politique, entre guillemets, à avoir fait travailler la gauche et la droite. Aujourd'hui, le RN, effectivement, on lui a pas proposé de rejoindre le gouvernement, tu as raison, mais je pense que lui-même n'a jamais eu l'envie de rejoindre ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que sa seule priorité au RN à Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est 2027. Quel intérêt ils auraient à aller se mettre en danger dans un gouvernement aujourd'hui qui est, et à leur merci, à la merci du RN, et d'une motion de censure qui peut tomber à n'importe quel moment si les actes ne sont pas tenus par Michel Barnier et son nouveau gouvernement. Donc en fait, c'est un jeu de dupes auquel on assiste et c'est normal. En revanche, dire que aujourd'hui le macronisme c'est du sectarisme, enfin si on met toutes les personnalités qui ont travaillé ensemble depuis 7 ans, réussir à faire travailler des gens de droite qui étaient vraiment de droite à un moment donné avec des gens qui étaient vraiment de gauche sur des années. C'est intéressant parce que vous venez justement de dire il y a quelques minutes qu'il fallait absolument que tous ces ministres du gouvernement actuel fallait les mettre de côté parce que les Français n'en voulaient plus. C'était le résultat des législatives. Mais qu'on n'allait pas garder des ministres. Là, en fait, ces personnes dont vous parlez, qui étaient géniales, etc. Mais justement, aujourd'hui, les Français ils n'en veulent plus dans le gouvernement. Ouais. Donc, il est allé chercher les médiocres de gauche et les médiocres de droite, très bien. Ouais. Mais en attendant, il n'a pas choisi une véritable politique. Ce qui incarne quand même Emmanuel Macron, c'est le fait, un jour, il va dire, ah oui, le danger, c'est le Rassemblement national, il va aller se mobiliser, il va rappeler l'antisémitisme, le maréchal Pétain, etc. Et le lendemain, bah oui, effectivement, il va nommer Michel Barnier où il sait qu'il est tenu par le Rassemblement national, une motion de censure. Ah bah, il est tenu. Donc, peut-être que c'est pas du sectarisme, peut-être que c'est du cynisme, mais c'est peut-être les mêmes choses, un verso et un recto. Ou du compromis. C'est ce qu'il nous répète depuis quelques jours. Ah bah oui. Voilà. Il le redit lui-même, quoi. Hein. Il appelle au compromis, à des compromis. En même temps, c'est le gouvernement qui doit mener les choses, quoi. Hein. Ouais. Allez, on va passer à la guerre à LFI dans un instant, parce que vous avez vu, c'est déclenché quand même. Hein. Déjà lors des législatives, on se souvient, Ruffin-Mélenchon n'était pas complètement sur la même longueur d'onde. C'est passionnant ce qu'il raconte Ruffin. Ah oui. Ah, moi, je trouve ça très grave. Campagne au faciès. Hein, c'est lui qui le dit. Alors, on voit ça dans un instant et si vous voulez réagir, 0826 300 300, vous mêlez à ce débat de la vérité en face, évidemment. Vous n'hésitez pas, hein, 0826 300 300 sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio à 9h30 jusqu'à de 9h à 10h, bien sûr. Radio Libre aussi, bien sûr. Hein. 0826 300 300 sur tous les sujets, vous pouvez réagir. Là, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron et puis de Michel Barnier, de la constitution du gouvernement. Bon, peut-être la semaine prochaine. Mais après, il faut du temps, hein, bien sûr aussi, parce qu'il faut vérifier. Il y a la notion de transparence. Il faut trouver, vous l'avez dit, les accords les uns les autres qui sont sollicités. On peut être pendant un petit bout de temps sans gouvernement. Et il y a concurrence interne. Hein. On entend que chez Républicains, ils se battent pour le Marocain de l'intérieur, entre Wauquiez, Retailleau. Donc il y a ça aussi. On peut démultiplier toutes les concurrences internes. Ils se battent pour le Marocain de l'intérieur et très peu veulent, je vous le dis, aller à la justice. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, les résultats sont plus faciles à obtenir, plus rapidement, en tout cas plus visibles. La justice, ça prend du temps. Et donc Dupond-Moretti, vous aviez fait un doc sur Dupond-Moretti. Il va rester ou il va partir ? Je crois pas qu'il va rester. Je crois même pas qu'il a envie de rester, hein, très honnêtement. Bah non, vous savez, c'est encore une fois, on le dit, c'est compliqué. C'est un gouvernement où vous avez pas de colonne vertébrale. Alors ça va faire plaisir à Eric parce que ça voudrait dire que le macronisme n'a pas de colonne vertébrale, mais là encore plus, puisque vous avez un gouvernement qui n'est pas aligné, où on nous promet plein de choses et au final on sait pas vraiment quelle est la ligne directrice. Donc les ministres qui ont été là pendant longtemps. Vous parlez du gouvernement d'avant ou de celui qui vient ? Bah, des deux. C'est intéressant. On va parler de la justice d'ailleurs tout à l'heure sur ces décisions qui peuvent parfois surprendre, notamment sur Valoris. Hein. Il y a eu beaucoup d'auditeurs qui ont réagi. Après aussi l'interview de Slim, le père de Camille, qui a réagi cette semaine sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. On va y revenir dans un instant et vous aussi au 0826 300 300. Il y a donc cette guerre à LFI entre Ruffin et Mélenchon. C'est vraiment déclenché parce que François Ruffin a dit qu'il y avait eu une campagne au faciès. Hein, c'est ça. Ça ne vous a pas échappé, Eric Tegner, non ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça soit justement Ruffin qui en parle, parce que c'est quand même ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que vous savez, l'électorat justement, les partis de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon ont choisi d'abandonner les classes ouvrières et les classes populaires qui justement se sont tournées vers le Rassemblement national
pour justement favoriser les classes communautaires. Et donc c'est aujourd'hui devenu le vote de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il y a eu près de 66% de musulmans qui ont voté pour lui à la dernière présidentielle. Et donc oui, on découvre à travers ces mots de Ruffin quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont tracter dans certaines villes, dans certains quartiers, ils vont d'abord justement cibler des personnes de couleur, c'est-à-dire des Noirs ou encore des Maghrébins. C'est ce qu'il dit effectivement. Une France créole, il l'avait dit d'ailleurs Mélenchon. Oui, et c'est un mot un petit peu qui veut dire c'est une forme de racisme, hein, sa logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lui, c'est quand même ce qui est surprenant. Lorsque des personnes vont parler de grand remplacement, pour dire qu'on a un problème démographique dans le pays, qui fait que effectivement l'immigration extra-européenne est en train un peu de diluer la civilisation française, lui, il nous taxait de raciste. Mais dans le même temps, il est en train d'expliquer cette France créolisée et lui-même est en train de choisir dans la rue à qui donner un tract parce qu'il sait que c'est plus ou moins efficace. Mais on l'a vu sur ces élections législatives, le discours aussi autour de la Palestine a permis une mobilisation des quartiers, ce qui a augmenté aussi le bloc de gauche en cumul, en fait. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Vous regardez un Raphaël Arnaud, il a battu une députée du Rassemblement National grâce à cela. Alex Darmon. Je comprends ce qui vient d'être dit et je vais même aller plus loin. Moi, ça me choque terriblement ce qu'a dit hier François Ruffin, avant-hier François Ruffin, à travers son livre, parce que vous avez de la sélection. C'est aller plus loin que de choisir les gens à qui vous donnez des tracts. C'est que vous sélectionnez le tract que vous donnez aux gens que vous rencontrez. Donc vous faites une différence entre les Français. Eux qui nous parlent tout le temps de racisme, de personnes racisées. Je déteste ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire être racisé? Bon, en tout cas, c'est ça qui est très choquant. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'ils puissent le dire sur un plateau de télévision et qui trouve normal même de le dire. Vous savez, on dit faute avouée. Parce que ça veut dire qu'il a participé à ce système, François Ruffin. Il a participé à sélectionner les tracts qu'il donnait aux gens qu'il rencontrait. Il a participé à mettre la tête de Mélenchon sur des tracts qu'il donnait à des personnes donc de couleur noire. Mélenchon qui aurait dit lors d'une manifestation la semaine dernière, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers, tout le reste laisse tomber, on perd notre temps. Oui, bien sûr. Ils ont scindé. Mais moi je pense qu'il Mélenchon se trompe. qui disait qu'il y avait trop de blancs aussi, hein, c'est-à-dire que c'est son discours qui est véhiculé depuis le début. Ça, je ne sais pas. Si, bien sûr, il avait tenu des propos, je vous les retrouverai, où justement il expliquait cela, qu'aujourd'hui, il aimait moins forcément le blanc blond aux yeux bleus. Il y avait ce discours qu'il avait tenu. Je vous le ressortirai au prochain débat. Je vous ressortirai les termes exacts. Et c'est la logique qu'il a depuis le début sur cette mobilisation, cette logique. Là où tu as raison, c'est que Ruffin, qui essaye toujours de faire semblant de se différencier, tout comme le PS essaye de faire semblant de se différencier de LFI, de toute façon à baigner dans les mêmes combines, parce que ça date de 2022, ce tractage, c'était pas il y a 10 ans. Dans le livre, non mais moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon a quand même changé le logiciel depuis 10 ans. Je peux vous le dire, on l'avait interrogé nous en 2017 lors de l'émission Au Tableau sur C8 où les enfants lui posaient une question sur les cantines, vous savez, comment on peut faire pour que tout le monde puisse manger, et où il répondait lui-même il y a 7 ans, en 2017, écoute, si il y a des légumes, tu prends plus de légumes que de la viande. Aujourd'hui, le discours est complètement dans le sens inverse. Mais moi, je pense que là, il va se prendre un plafond de verre. Parce que, malgré tout, c'est le maximum qu'il puisse faire. Il a réussi à réunir un maximum d'électorat de ce côté-là, même si il est très haut dans les sondages que vous avez publiés d'ailleurs hier sur Sud Radio. Il est très haut par rapport à d'habitude. Il commence très haut par rapport à d'habitude. Parce que c'est ça la force de Mélenchon, c'est qu'il commence très bas et il finit à chaque fois à la fin d'une élection très haut par rapport au niveau où il commence. Et là, il est à 8, 9, voire 10 sur certaines catégories. Au 0826 300 il y a justement un électeur, ou un sympathisant LFI qui est avec nous pour réagir à ce que l'on dit, et puis en même temps peut-être aussi à Sébastien Delogu qui était l'invité hier de Sud Radio. C'est Jovan qui est avec nous. Bonjour Jovan. Bonjour à tous, bonjour à vos invités. Donc moi je souhaiterais simplement réagir pour remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui on a monsieur Ruffin qui fait une sortie qui est limite, moi je la comprends pas. Il dit des choses qui sont choquantes. Pour moi, je veux dire, le fait de lui-même faire des sélections quand il donne un tract. Moi, j'ai tracté. J'ai jamais regardé la couleur de peau, ni la religion, ni les gens qui venaient nous voir. Ils venaient parce qu'ils étaient sympathisants et on faisait aucune distinction de. Lui, il met l'accent sur ça. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est encore une fois, d'un point de vue électoral, d'affirmer le fait qu'il n'a pas été élu avec les voix de Mélenchon, qu'il a été élu avec les voix de Macron, et au moins il marque sa différence. Et tant mieux.
Mais cette sortie-là, je la trouve déplorable. Mais alors, est-ce que François Ruffin doit rester, selon vous, à LFI, ou est-ce qu'il doit quitter LFI et former un parti dissident? Il doit rejoindre le gouvernement de Macron et puis former un parti avec. Ah, bien sûr, c'est clair et net. Enfin, l'ouverture à gauche, par exemple, de Michel Barnier, ça peut aller jusqu'à François Ruffin pour vous. Ouais. Tout à fait. Au moins, là, les masques sont tombés, tout est clair. Ouais. Éric Tegner et Alex Darmon, qu'est-ce que vous en pensez? Restez avec nous, Jovan, c'est intéressant votre Moi, ce que je trouve étonnant quand même sur cette attaque contre François Ruffin, c'est de dire, il aurait pas dû dire ça. Les LFI devraient plutôt dire, c'est extrêmement inquiétant, Ruffin est coupable, il n'est pas innocent, faut pas se tromper, mais peut-être qu'il faudrait mener une enquête au sein de notre parti pour se demander s'il y a d'autres personnes comme ça. On sait que sur le cas, heureusement, par exemple, des violences sexuelles, c'est ce qui est fait en règle générale. On a passé des années, on a attaqué ceux, justement, qui faisaient de la dénonciation. En général, quand il y en a aujourd'hui, eh bien, justement, il y a des enquêtes qui sont menées. Pourquoi ce n'est pas le discours aujourd'hui qui prédomine? De se dire, s'interroger que ça se fasse. Parce que Ruffin montre qu'il n'était pas seul à le faire. Que c'était une logique d'ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de surprenant, parce que, étant donné qu'aussi ce que j'ai dit tout à l'heure a été remis en cause, j'ai retrouvé en avril 2022, Mélenchon avait dit sur M6, je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'était pendant la campagne, présidentielle. Donc c'est un discours, pour moi, ça ne m'a pas étonné ce qu'a dit François Ruffin. On le sait très bien, c'est aussi des gens qui, à chaque fois qu'ils vont voir, par exemple, la présentation, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, où il va y avoir justement avec Jean Dujardin des symboles de la France, eh bien, ils vont montrer leur haine vis-à-vis de ça. Ils vont montrer que ça les débecte. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils choisissent déjà d'aller se mobiliser dans les quartiers. Moi, je vis dans un quartier. Je les ai vus de l'entre-deux-tours des législatives. Ils étaient tous là, essayer de les mobiliser, etc. Ils mobilisent pas dans certains autres quartiers. Ils font un choix. Alex Darmon, et puis on va redonner la parole à Jovan. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Jovan, merci et bonjour d'abord. Moi, je pense que c'est surtout la fracture de la gauche, en fait, en réalité, qui se passe. Jovan, il est pas du François Ruffin, il est pas du tout macroniste. Il peut pas travailler dans un gouvernement avec Emmanuel Macron ou Michel Barnier. Juste, c'est pas la même gauche, si on peut encore appeler ça la gauche, Jean-Luc Mélenchon, que Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est tout. Il y a deux gauches irréconciliables, et aujourd'hui, dans LFI, vous avez deux sortes de LFI irréconciliables. C'est lui qui avait théorisé ça, et il avait raison avant tout le monde, Manuel Valls. Vous avez deux gauches qui sont aujourd'hui irréconciliables, et chez LFI, quand vous voyez Alexis Corbière, Clémentine Autain, Raquel Garrido d'une certaine manière, et aujourd'hui mené par François Ruffin, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les méthodes employées, ça veut simplement dire que Jean-Luc Mélenchon n'arrive plus à rassembler autour de lui. Mais juste, et je vais terminer là-dessus, une chose, moi ce que je trouve incroyable, c'est que encore une fois, au lieu de dire mais pourquoi il a fait ça, comment machin, aujourd'hui on dit il faut qu'on enquête pour savoir si c'est vraiment le cas. Eric, on sait très bien que c'est le cas. On sait très bien que depuis des années, dans ce parti de la France insoumise, ce qui les intéresse, c'est le vote communautaire. Ils l'ont encore montré sur les dernières législatives. C'est quand même un parti qui vous a amené comme Rima Hassan. Oui, mais t'es en train de parler de gauche irréconciliable. C'est de la communication. Alexis Corbière, regardez, il était dissident avec LFI. LFI plus 8, ils ont fait 90% dans la Seine-Saint-Denis. C'est juste une question de com. En fait, c'est-à-dire que ce qui est critiqué chez Jean-Luc Mélenchon, c'est le coup du bruit et de la fureur. Parce qu'on pense que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Ruffin a toujours considéré qu'en faisant le bruit et de la fureur, de toute façon, c'était le Rassemblement national qui récupérait la mise derrière. C'est uniquement une question de stratégie. C'est la raison pour laquelle Ruffin, son seul problème, c'est qu'il vient du Nord. Parce qu'il sait très bien que comme Roussel qui a perdu, l'électorat là-bas, il déteste Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas un problème, c'est pas une question de fond. Les anciens bastions de gauche sont devenus évidemment plutôt RN frontistes, comme on disait. Il y a que les quartiers qui sont restés aujourd'hui de gauche. Éric, c'est pas une question de fond, mais François Ruffin, quand tu l'écoutes aujourd'hui, il est quand même en train de dire à ceux qui écoutent, il est quand même en train de leur dire, on vous a laissé tomber à une certaine partie de la population, on s'est trompé sur la stratégie. C'était il y a 2 ans. Non, il l'a dit. Non, mais mais en 2022, il disait qu'il tractait en choisissant les gens. Et à un moment, ça fait des années qu'il est journaliste engagé, etc. C'est de la com. Il y a une rupture. Maintenant, c'est 2027. Bon, Jovan, pour arbitrer entre Alex Darmon et Éric Tegner, le mot de la fin avec vous peut-être par rapport à LFI. Quelle stratégie? Le mot de la fin, il sera très simple. Chacun milite pour sa propre paroisse. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune unité. Donc, ce qu'ils voient, c'est des intérêts et des postes, et l'intérêt de la population. Les principales préoccupation aujourd'hui, c'est de se soigner, c'est d'être en sécurité, c'est d'avoir de quoi manger et de pas tomber malade en mangeant ce qu'on mange. Ça, personne n'en parle aujourd'hui. Personne ne dit comment ils vont faire. Personne ne dit quels moyens, quelles mesures. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. Là, on parle de racisme sous-jacent.
faut arrêter au bout d'un moment, faut qu'on avance. En même temps, ça vient aussi beaucoup des rangs de LFI. Hein. Tiens, on va réécouter Sébastien Delogu qui était l'invité hier matin de Jean-Jacques Bourdin à propos de Pétain, cette petite phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a fait beaucoup causer. Vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Ah oui. Un mot de commentaire? C'est affligeant. Franchement, c'est affligeant de. Je sais pas si c'est une blague ou pas, mais même si c'est une blague, c'est affligeant. D'abord, ce qui est affligeant, c'est Antoine Léaumont qui compare, excusez-moi, Emmanuel Macron au maréchal Pétain. Enfin, je veux dire, faut vraiment s'asseoir sur l'histoire pour tenir ce genre de propos. Tout n'est pas permis, je trouve, en politique. Premièrement, et deuxièmement, ce que dit hier le député Delogu sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin est affligeant et abaisse le niveau de la politique. Ouais. Éric Tegner. C'est du niveau de LFI, on le voit avec Arcila Soudé aussi souvent. Oui. Ces députés sont nuls. Voilà, c'est-à-dire que Delogu, il est venu dans une séquence où justement 2 jours avant, on voyait qu'il avait des problématiques à lire. Il a fait croire que ceux qui se moquaient de lui parce qu'il savait pas lire, c'était du mépris de classe. Non, on méprise pas les Français qui ne savent pas lire. On considère juste que les élus, les députés, mais il a du mal à lire. Qui font des leçons de morale, etc., qui ont de quoi s'entraîner pour venir, il aurait pu travailler, etc. Ils doivent pas humilier les gens. Moi, je pense que ceux qui viennent des classes populaires et ouvrières, quand ils voient Delogu, ils se disent pas super, il me ressemble, ils se disent il me fait honte en fait. Faut arrêter de penser. On a l'impression de voir Macron quand il allait voir Agad à l'usine où il disait c'est les illettrés de Gad. Non, les Français, je suis désolé, il y en a énormément des milieux populaires qui parlent très bien français et qui lisent très bien français. La vérité en face jusqu'à 10h. On continue dans un instant sur la justice et Valoris. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, la justice en face. Quelle justice en face de faits? C'est un problème qui intervient et chacun commente. Normalement, on ne doit pas commenter les décisions de justice, mais évidemment, on le fait aujourd'hui dans notre société parce qu'on est interpellé, évidemment, et parce que il y a une parole qui circule, bien sûr, et qui est libérée aussi, et ça peut se comprendre. Mathéo, l'auteur de l'accident qui a entraîné la mort de Camilla, la petite fille de 7 ans à Valoris, a été laissé en liberté, sous contrôle judiciaire tout de même, décision qui a été rendue cette semaine. Nous avions juste après cela, sur Sud Radio, Slim, le père de la fillette, qui était invité au micro de Jean-Jacques Bourdin et qui a réagi à ça. Est-ce que les papas et les mamans, ils arrivent à comprendre ce qu'elle a décidé, la justice? La justice, en fait, aujourd'hui, elle s'est cachée derrière les lois. Aucun effort, aucune humanité. Il aurait pris une enfant ce jour-là. Il m'aurait pris les 2 enfants, ça aurait été pareil pour la justice. La loi, elle n'est pas à jour, il va falloir la changer. Mais pas dans 10 ans, en fait. Parce que tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des accidents. Pourquoi? Parce qu'il y a du laxisme. Voilà. Donc après cette décision de justice, alors il faut dire qu'au moment des faits, l'auteur n'avait ni bu d'alcool, ni consommé de stupéfiants, et que voilà, finalement, c'est le droit entre guillemets routier qui a été appliqué. Éric Tegner, Alex Armand. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a traumatisé beaucoup de gens et qui est extrêmement inquiétant, surtout pour les parents. C'est un débat qu'on a depuis des années où on explique que ça sert à rien de mettre des policiers, ça sert à rien de mettre d'essayer de faire de la pédagogie, etc. Si derrière il n'y a pas d'application des sanctions. Et ça, c'est un débat qui vient depuis le début. En l'occurrence, c'est la justice qui suit. Mais bien sûr, parce qu'en fait, d'un côté, la justice va suivre certains éléments, de l'autre, la loi n'est pas adaptée. Ensuite, il y a parfois la question des juges qui vont justement faire leur propre interprétation, etc. Aujourd'hui, il devrait y avoir une règle qui serait érigée depuis le début, c'est-à-dire la règle justement de faire des peines planchées, la règle de se dire en fait qu'on est dans une politique carcérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un commet ce type de choses, il doit finir en prison. La question c'est comment, combien de temps, etc. Mais il doit finir en prison. C'est ce qu'on entend quand on parle aux Français. Et lorsqu'il vous appelle justement aussi sur Sud Radio, c'est de ne pas comprendre le fait que ce type de personnes soit en liberté. Il y avait des auditeurs qui comprenaient que par rapport en fait aux faits, aux éléments, même si évidemment c'est choquant et traumatisant, comme vous l'avez dit, en plus la perte d'un enfant, d'une enfant, évidemment, quand on comprend ce père de famille, Alex Armand. Non, mais c'est choquant, traumatisant, c'est horrible, donc nos paroles ne changeront rien à ce qu'on va dire, mais sur ce que dit Eric sur la politique carcérale,
il faut prendre la réalité des choses aussi et des chiffres. Alors je sais que ça peut énerver quand on dit ça, mais depuis 2020, vous n'avez jamais eu autant de condamnations. Vous n'avez jamais eu autant de condamnations en termes de mois d'emprisonnement ferme dans nos prisons en France. Enfin, les chiffres approximativement, il faudra vérifier. Je crois que c'était un peu plus de 100 000 ou 103 000 condamnations d'emprisonnement ferme en 2020. Aujourd'hui, vous êtes à près de 130 000. 130 000 condamnations d'emprisonnement ferme. En termes ça veut dire qu'il y a eu peut-être aussi beaucoup plus de faits. Mais oui, beaucoup plus de gens ce que je veux vous dire, c'est pas forcément, vous voyez, il faut voir le ratio. Mais ça veut pas dire qu'il y a une impunité zéro. Il faut qu'on arrête de dire ça, parce que en disant qu'il y a une impunité zéro, on n'encourage pas justement la justice à faire son travail. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la justice de notre pays, on est dans un état de droit. Il y a une indépendance entre le pouvoir politique et la justice. Les lois, elles sont faites, et tu l'as dit, Eric, après il y a une interprétation qui est faite de la part des juges et des magistrats. Peut-être qu'à un moment, il faudra s'intéresser à ces juges et à ces magistrats. Peut-être qu'à un moment, il faudra parler avec eux, comprendre leurs décisions de justice, essayer de faire de la pédagogie autour de cela. Mais dire qu'il y a une impunité zéro, que le gouvernement n'a rien fait, que le ministère de la Justice, je le répète quand même, qui a augmenté les budgets considérablement depuis 2020, considérablement. Et la politique, tu le sais Eric, ça prend du temps aussi. Ça veut dire qu'il faudra plus de magistrats, mais pour avoir plus de magistrats, il faut les former. Voilà. Oui, mais donc c'est une politique et une idée qu'il faut changer. Je dis pas que tout est parfait, attention. Mais je dis simplement, il faut aussi s'attaquer et s'attacher à donner les bons chiffres. Eric Tegner ? Bien entendu qu'il n'y a pas une impunité totale. Ça, c'est une évidence. En revanche, le problème de ce discours en permanence qui dirait que c'est plus compliqué que ça, que c'est un problème de moyens, etc., c'est que derrière, étant donné qu'on est dans un monde où il y a une augmentation de la violence qui est exponentielle, que du coup, oui, il y a beaucoup plus de condamnations, que du coup, c'est plus difficile de les mettre en prison, on est en train de pousser le législateur et le politique à s'adapter à cette réalité, à faire un peu comme si on ne peut pas se permettre dans un pays d'avoir plus de X% de délinquants. Et du coup, on va adapter le droit, on va adapter les sanctions parce que de toute façon, on ne peut pas gérer. Le problème, c'est cette pression-là. On a des valeurs. Si à un moment donné, justement, on veut les faire appliquer, si demain, on va passer de 100 000 condamnations à 300 000, eh bien, c'est à justement la politique carcérale de s'adapter. Oui, on viendra peut-être, on fera peut-être un sujet en profondeur, un débat en profondeur sur la justice, parce que ça le mérite. Il est 9h57, dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman. Ce midi, c'est Alexis Poulain, les vraies voix ce soir, Jean-Marie Bordry ce week-end et toutes les émissions évidemment de Sud Radio. Et n'oubliez pas le rugby, bien sûr, et notamment l'affiche, dimanche soir, Toulouse-La Rochelle. Bon week-end.